L'heure de vérité, vous le savez, avec le procès du Rassemblement national. Nous sommes avec Géraldine Amont, avec Laurent Tessier, avec Fabrice Lafitte, avec Olivier Guénec et avec Alexandre Omar. Et on est en ligne, bien sûr, avec Gilbert Collard, qui est ancien député, ancien membre du Rassemblement national. Je dois vous dire que les premières dépêches qui sont tombées nous donnent déjà des informations importantes. Marine Le Pen est 8 eurodéputés coupables de détournement de fonds publics. Le tribunal de Paris a déclaré coupable de détournement public les 9 eurodéputés, même, dont Marine Le Pen, poursuivie dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Les 12 assistants jugés à leur côté ont eux aussi été déclarés coupables de recel. Le tribunal a estimé que le préjudice total était de 2,9 millions d'euros en faisant prendre en charge par le Parlement européen des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti. C'est marrant d'ailleurs, parce que je lis la dépêche de l'AFP, et l'AFP qualifie le Rassemblement national d'extrême droite, le parti d'extrême droite. Alors que pardonnez-moi pour cet insert, le Rassemblement national conteste d'être d'extrême droite. Il faudrait d'ailleurs un jour définir ce qu'est l'extrême droite. Mais pour l'AFP, le Rassemblement national est d'extrême droite. Il est 11h05, bonjour à tous. Europe 1, Pascal Praud. Alors, évidemment, ce qu'on attend en priorité, c'est est-ce que Marine Le Pen sera déclarée inéligible, et surtout, est-ce que cette inéligibilité sera exécutoire, c'est-à-dire qu'elle serait prononcée avant même l'appel. Et il y a quelque chose qui peut choquer, dans ce sens que, en France, lorsqu'on fait appel, on repart à zéro. C'est-à-dire qu'on considère que la condamnation est nulle et non avenue. Alors, nous sommes avec Gilbert Collard, qui connaît particulièrement bien et le droit et le Rassemblement national, qui effectivement ne peut pas fortement commenter pour le moment la décision qui sera essentielle, c'est l'exécution, le côté exécutoire de l'inéligibilité, puisqu'on peut imaginer qu'elle soit prononcée. Simplement, cette première condamnation qu'on apprend à l'instant des 9 eurodéputés n'est sans doute pas une surprise pour vous. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. C'est pas une surprise, bien évidemment, de la même manière que la rédaction de la dépêche de l'AFP n'est pas une surprise. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas encore le dispositif du jugement. Donc, officiellement, si vous voulez, le tribunal n'a pas encore dit que Marine Le Pen et les eurodéputés sont coupables. C'est à partir de la lecture des attendus du jugement que le journaliste déduit, bon, à juste titre, que la condamnation va s'en suivre. Mais pour nous, juristes, c'est quand le tribunal lit le dispositif, par ses motifs, condamnons. Bon, donc pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. Donc lorsque le tribunal de Paris a déclaré lundi coupable de détournement de fonds publics, vous pensez que ce qu'écrit l'AFP n'est pas juste? Je ne sais pas ce que le tribunal a déclaré exactement, oui. Mais pour un juriste, c'est quand le tribunal dit par ses motifs condamnons. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il y a condamnation. Ce n'est pas bon, bien évidemment. À déclarer coupable, vous voyez, à déclarer coupable. C'est pour ça que c'est sans doute. Je vais vous souffler. Qu'est-ce que je vous dise? Oui. Je vois pas comment il peut y avoir une déclaration de culpabilité alors que la lecture du jugement n'est pas terminée. Vous me comprenez? Bon, en tout cas, alors d'abord le fond et la forme. Sur le fond. C'est vrai que le Parlement européen, vous l'avez dit vous-même lorsque vous étiez député, le Parlement européen voulait sans doute fonctionnariser ceux qui travaillaient, les assistants parlementaires qui travaillaient pour les députés, et ne souhaitait pas que ces assistants puissent travailler également pour le député si tant est que celui-ci avait une activité dans le parti. Mais la frontière, forcément, elle est poreuse. Bien sûr, d'autant plus qu'en France, on a un article 4 de la Constitution qui dit que les partis politiques concourent à la vie démocratique. Bon, donc c'est inconcevable d'avoir des assistants parlementaires et qu'ils ne fassent pas de la politique. Bon, mais là, faut quand même pas oublier que la procédure contre Marine Le Pen a été enclenchée à l'époque où il y avait Madame Taubira et compagnie. Bon, maintenant, l'enjeu véritable, c'est de savoir s'il va y avoir une exécution provisoire ou pas. Or, on a eu cette décision du Conseil constitutionnel qui est une espèce d'avertissement pour le tribunal.
Bon, il faut savoir lire, c'est compliqué, mais le Conseil constitutionnel dit au tribunal qu'il doit proportionner sa décision en fonction de la liberté de l'électeur. Et attention, un point très important qui est passé inaperçu, l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter, dit le Conseil, à l'exercice d'un mandat en cours et la préservation de la liberté de l'électeur. Le Conseil constitutionnel parle d'un mandat en cours, ce qui équivaudrait à exclure la possibilité de prononcer une exécution immédiate pour un mandat à venir. Car à ce moment-là, pour le coup, la liberté de l'électeur serait entravée. Il y a donc c'est donc une décision qui n'a pas fini d'amener des commentaires et des recours. Alors ce détail, oui, cette phrase, elle est passée inaperçue, mais vraiment, je vous invite à vous y reporter, l'exercice d'un mandat en cours. Alors, ce qui est amusant, c'est que, je suis évidemment pas juriste comme vous, c'est que cette décision du Conseil constitutionnel, elle a été commentée tout le week-end, et j'observais que tout le monde n'était pas d'accord sur... personne n'est d'accord. Voilà, ouais. ça m'a frappé. J'ai vu le papier de Noël Lenoir, vous l'avez sans doute lu hier dans le journal du dimanche. Et j'ai vu des interprétations très différentes. Moi, vous allez me dire si je me trompe ou pas. J'ai retenu que le Conseil constitutionnel a retenu 3 conditions pour qu'une exécution provisoire soit prononcée. La première, c'est réitération de l'infraction. Et là, c'est pas le cas. Il n'y aurait pas réitération de l'infraction. Il y a contact avec les témoins. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, contact avec les témoins. Marine Le Pen, est-ce qu'elle contacterait des témoins qui puissent justifier que l'exécution provisoire soit prononcée? Et puis, il y a trouble à l'ordre public. Ce sont les 3 choses que j'ai retenues. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, ou si ça doit être modéré ou nuancé. Non, en général, c'est la réitération de l'infraction, bien sûr. Vous l'avez évoqué. Bon, c'est impossible puisqu'elle n'est plus député européen. Bon, non, il n'y a aucun des critères exigés par la loi ne sont évidemment réunis. Mais d'autant plus que le Conseil constitutionnel vient quand même de rappeler aux juges qu'il ne doit pas méconnaître le droit d'éligibilité garanti par l'article 6. Le Conseil constitutionnel prend la peine de rappeler aux juges qu'il y a une frontière qu'il ne doit pas quand même dépasser. Or, le juge fera ce qu'il veut, parce que bon, s'ils ont envie de dépasser la frontière, là pour le coup, la frontière ils la franchiront, Bon, mais le mal sera fait. De toute façon, c'est irréparable une exécution provisoire, c'est irréparable, parce que même s'il y a un appel, et même si l'appel dans 1 an ou 2 ans dit que les premiers juges se sont trompés, le vol judiciaire d'élection, je dis bien, le vol judiciaire d'élection aura été commis par un tribunal. Bon, vous êtes avec nous, Gilbert Collard. On va pouvoir écouter également un auditeur qui peut donner son avis. Je rappelle que Madame Le Pen est créditée dans un sondage IFOP de 37% des intentions de vote au premier tour. Pour ceux qui s'intéressent comme nous à l'élection présidentielle depuis toujours, c'est sans doute un des scores les plus hauts sur un premier tour. Je pense que le général de Gaulle en 65 avait fait plus haut. François Mitterrand en 74 avait fait également plus haut, mais il était le candidat unique de la gauche et du programme commun. Je crois qu'il avait fait 48 ou 47. Il avait failli quasiment passer au premier tour. Et puis après, pour vous donner un ordre d'idée, Nicolas Sarkozy a fait 31 ou 32 en 2007 et François Mitterrand avait fait 34 en 1988. Et on a coutume de dire qu'au-delà de 30-31, on est quasiment élu président de la République. Madame Le Pen sort à 37. Alors c'est à 2 ans des élections, c'est encore pas tous les candidats, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais quand même, c'est une indication. Il est 11h13 à toutes qui réfléchit comme nous à ce que sera tout à l'heure la décision du tribunal correctionnel de Paris. Nous sommes avec Lucie peut-être. Bonjour Lucie. Ludo du Gard. Bonjour Ludo. Oui. Bonjour Ludo, vous habitez dans le Gard. C'est ça. Bon, est-ce que vous êtes un électeur du Rassemblement national ? Personnellement, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes inquiet, donc peut-être de la décision qui peut tomber tout à l'heure ? Bien sûr, je suis inquiet pour plusieurs raisons, que ce soit des raisons, bien sûr, parce que je vote Rassemblement national, mais aussi pour des raisons
au niveau de la justice, parce que par rapport au dossier, de ce que j'ai pu voir bien sûr et de ce que j'ai pu entendre, le dossier est vide, et donc si Marine Le Pen elle est jugée et malheureusement elle s'est confirmée, je vais me dire, c'est le dossier est vide, en gros tout le monde peut être demain accusé de n'importe quoi et on peut tous finir en prison pour rien. Alors je demande à Gilbert Collard d'abord, est-ce que vous diriez, Gilbert, que le dossier est vide ? Ah oui, complètement. Le dossier est complètement vide parce qu'il est construit sur la base d'une interprétation du travail que doit faire l'attaché parlementaire. D'abord, je rappelle quand même, c'est pas innocent, que tout a été déclenché sous l'ère Taubira, par Madame Taubira et par la structure socialiste du Parlement européen. Tout dépend de la manière dont on analyse le travail de l'attaché parlementaire. Est-ce qu'il peut faire de la politique ou est-ce qu'il ne peut pas faire de politique ? Alors, c'est une vision qui a pour but, si vous voulez, de décrocher complètement l'Union européenne de toute vie politique interne. Bon, c'est une affaire d'interprétation. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Que font les autres partis ? Comment ça se passe ? Ils font exactement pareil. Ah bon ? Ils font exactement pareil. Je rappelle quand même que depuis 2017, il y a une enquête en cours sur M. Mélenchon. Reconnaissez qu'elle ne va pas vite, cette enquête. Hein. Elle ont les mêmes motifs. Les assistants parlementaires ont une activité qui n'est pas strictement, structurellement, obsessionnellement européenne. Elle dérive sur l'activité de fonctionnement du parti politique et de la vie politique française. Et là, c'est un crime. Il y a un dépassement pour le coup. Alors, l'Europe qui déteste les frontières, pour le coup, là, elle met des frontières juridiques. Hein. Ludo qui est avec nous. Si demain Marine Le Pen, Ludo, est inéligible, est-ce que ça change quelque chose pour les lecteurs que vous êtes ? Ça va me mettre encore plus en colère. Déjà, j'ai pas mal de colère et de tristesse en moi. Alors là, ça va encore les multiplier. Hein. C'est tout ce que ça va faire. Hein. Et j'espère que certaines personnes qui ne votaient pas RN seront en colère et voteront RN aux prochaines élections pour dire stop à tout ça, quoi. Stop à tout ça. Alors on est, et là Gilbert Collard peut avoir peut-être une réflexion plus profonde, on est dans une séquence morale qui a commencé je ne sais quand, parce que c'est aussi le législateur qui a mis en place certaines choses de ce type et qui, après l'affaire Cahuzac notamment, a voulu une forme de moralisation de la vie politique française. Et cette moralisation, on voit aujourd'hui qu'elle a des effets secondaires qui sont particulièrement nocifs, peut-être. Oui, il faudrait relire le bouquin d'Anatole France, Les dieux ont soif, sur la Révolution française. Hein. Les parlementaires font du cannibalisme, quoi. Ils se donnent à bouffer à la justice, quoi. Tout est la faute du Parlement. Tout est la faute du législateur qui a délégué des pouvoirs considérables. Moi, j'ai voté contre, je le signale quand même, ces dispositions, toujours au nom d'un droit pénal classique. Parce qu'il faut que la peine existe, il faut que le justiciable ait une présomption d'innocence respectée, il faut que le juge reste éloigné de la politique et qu'il y ait une séparation totale des pouvoirs. Moi, j'étais même allé jusqu'à demander qu'on interdise aux magistrats d'avoir des fonctions dans les ministères. Bon, ma proposition a été rejetée, évidemment, comme d'habitude. Bon, mais c'est la faute du législateur. Notamment sous le règne de M. Hollande, qui, pour se décahuzaquer, a fait voter toutes sortes de textes qui mettent les hommes politiques et les citoyens en général complètement sous l'autorité d'une justice qui, elle, est irresponsable. Alors, ce qui est intéressant de voir, et on le disait tout à l'heure dans l'émission, c'est que la conséquence de ça, c'est que ceux qui ont de la qualité ne feront plus de politique. Parce qu'il y a trop de coups à prendre et parfois aussi trop de conséquences. Et je faisais un parallèle qui est tout à fait étonnant. Lorsqu'on fait de la politique à gauche, souvent, la fonction politique qu'on aura grâce à la politique sera plus haute
que celle qu'on aurait eue dans la vie civile. Et lorsqu'on fait de la politique à droite, eh bien, la fonction politique qu'on aura n'est pas forcément plus haute que celle qu'on aurait eue dans la vie civile. Par exemple, l'avocat que vous êtes, si vous faisiez aujourd'hui, si vous avez 30 ans ou 40 ans, alors je crois que c'est compatible d'être avocat et homme politique. On peut garder... Oui, on peut. Oui. Bon. Il y a des réserves, mais on peut. Voilà, oui. bon. Mais vous êtes un avocat brillant, vous avez été un des avocats les plus en vue sur ces 30 ou 40 dernières années. Bah, c'est vrai que votre carrière personnelle, par exemple en termes financiers, qui est un indicateur comme un autre, hein, bien sûr, mais qui est important dans une carrière professionnelle, eh bien, vous ne vous êtes pas enrichi avec la politique. Ah non, mais là on a les chiffres qui sont officiels. Hein. Moi, j'ai perdu énormément d'argent en entrant en politique par rapport à ce que je gagnais comme avocat. Et je comprends aujourd'hui que des hommes ou des femmes qui ont des activités rémunératrices ou intellectuellement passionnantes n'aient pas envie de faire de la politique, qui est devenu un grand merdier. Hein. Il faut bien le reconnaître. Et puis il y a un environnement culturel qui est déplorable. Hein. Alors qu'effectivement, d'autres personnes, c'est une ascension sociale. Pour Monsieur Delogus, c'est une ascension sociale. Pour d'autres. Et donc, moi, la peur que je peux avoir, et évidemment, je ne jette pas la pierre à Monsieur Delogus, hein, loin de là, mais c'est que la politique n'attire, au fond, que des gens qui ne seront peut-être pas les plus brillants de leur domaine. Et que nous soyons gouvernés prochainement, ces prochaines années, par des gens, effectivement, d'un autre statut intellectuel, culturel, et qui trouveraient avec la politique une manière d'accéder à des fonctions, alors que dans la vie civile, ils seraient peut-être plus en difficulté, Gilbert Collard. Écoutez, moi, je l'ai observé pendant mes 2 mandats au Parlement national et mon mandat au Parlement européen. Alors ça n'a rien à voir avec les diplômes ni avec l'exercice d'un métier. Hein. Moi j'ai connu des gens qui avaient des activités manuelles qui étaient remarquables, hein, d'intelligence, de lumière. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Bien sûr. Mais on a l'impression aujourd'hui que la médiocrité, ça aide en politique. Voilà. Et j'ai vraiment fréquenté des crétins profonds en politique, mais qui étaient d'une habileté politique incroyable, qui étaient capables d'aller dans tous les cocktails, dans tous les dîners, dans toutes les réunions, de suivre d'une manière impénitente tel personnage pour se rendre utile, rendre service. Enfin, c'est inimaginable, la servilité imbécile que certains candidats peuvent avoir pour réussir avec de la fourberie. Moi, je me rappelle, si j'ai 30 secondes, d'un homme politique qui me disait, j'avais pris un engagement et j'avais donné ma parole d'honneur. Bon, et il me dit, mais t'as qu'à, une fois qu'il t'a donné ce que tu veux, tu t'en fous. Je lui dis, mais j'ai donné ma parole d'honneur. Et il me répond, et alors, ça sert à quoi la parole d'honneur? Voilà.